bonjour. C'est une vidéo aujourd'hui pour montrer toutes les informations sur la Russie et Vladimir Poutine que Alain Soral et Égalité et Réconciliation ne vous diront pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne montrent pas ces informations-là, peut-être parce que ça dérange leur version glorieuse de Poutine. Mais bon, je crois qu'il est temps de mettre tout ça au grand jour et de vous les montrer, parce qu'il y a beaucoup de choses que Soral vous cache sur Poutine, qui viennent confirmer ce que Pierre Hilard explique en fait, que Poutine fait partie de la famille mondialiste. Bon, tout d'abord, en pleine crise ukrainienne, Henry Kissinger, tout le monde sait c'est qui, soutient Poutine dans le Washington Post. Ça, Égalité et Réconciliation se sont bien gardés d'en parler. Hein. Kissinger explique bien ce que Pierre Hilard lui-même a expliqué, que l'Ukraine ne doit pas être une pomme de discorde entre l'Est et l'Ouest, mais un pont entre les deux. Bref, vous voyez le tableau un peu. Donc ça, Soral ne vous l'a pas montré. Soral ne vous a pas montré aussi que la Russie a embauché Goldman Sachs pour améliorer son image pour les investisseurs étrangers. Hein, il y a beaucoup de monde qui ont recommandé ça. Hein. Ils sont des milliers de Français à avoir vu cette information. Donc on est beaucoup à comprendre ce que Pierre Hilard explique, sauf que Alain Soral cache tout ça, lui, bien évidemment, parce que lui, il aime Poutine, il tripe sur Poutine. Il se plante complètement, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, la Russie embauche Goldman Sachs pour améliorer son image. Ça, c'est Lloyd Blankfein, le juif qui contrôle Goldman Sachs. Vous savez tous qui est ce type, un des pires escrocs des banques américaines, mais c'est ça. Il serre la main à Dimitri Medvedev, c'est des grands amis. Hein. Poutine a décoré les PDG des groupes Eni et ExxonMobil. Eni, c'est un groupe pétrolier italien. ExxonMobil, c'est le plus gros groupe pétrolier au monde avec Shell. C'est le groupe américain des Rockefeller. Donc, Poutine, en 2013, le 21 juin 2013, ça fait moins d'un an et demi de cela, a décoré le PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson. Ah, tiens donc. Sachant que George Soros est actionnaire d'ExxonMobil et que la famille Rothschild aussi, c'est quand même ironique. Hein? Vous comprenez les liens que Poutine a avec ces gens-là maintenant. ExxonMobil, pour un petit rappel, créé par John D. Rockefeller. Hein? On le voit bien ici. Donc, c'est ce groupe, ExxonMobil, qui compte comme actionnaire le groupe State Street Global et le BlackRock et toutes les banques américaines. Hein? Donc on sait qui contrôle toutes ces multinationales américaines-là. Donc on ne peut pas se le cacher après ça. Bon, maintenant, ExxonMobil a commencé, il y a tout juste quelques mois de cela, à forer du pétrole dans l'Arctique russe en partenariat avec genre Rosneft, la compagnie publique russe contrôlée par Poutine. Une autre information que je crois que ça vient prouver ce qu'on dit. Donc, sachant que George Soros est actionnaire d'ExxonMobil et qu'ExxonMobil travaille avec Poutine en Arctique russe, je crois que ça veut tout dire. Hein? Maintenant, l'Union eurasiatique que Poutine a créée, eh bien, l'Union européenne est le modèle de cette union. Donc ça aussi, Pierre Hilard l'avait bien dit. Et c'est le vice-premier ministre, c'est le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Igor Chouvalov, qui le confirme dans une interview de Le Monde. Il explique que l'Union eurasiatique n'est pas du tout une récréation de l'Union soviétique, mais bien a pour modèle l'Union européenne. Donc c'est carrément une deuxième Union européenne qui se crée. Donc si vous n'aimez pas l'Union européenne, comment pouvez-vous aimer cette union-là, qui est une copie de l'Union européenne, créée par Poutine? Une autre preuve que Soral ne vous montrera pas. Bon, on va continuer maintenant. Les amis de Poutine. Eh bien, Poutine, il n'y a pas si longtemps que cela, le 3 juin 2014, a reçu son ami Sarkozy. Ensuite, il a reçu aussi Silvio Berlusconi, hein, ce fameux chef d'État italien qui s'amusait à baiser des putes et qui, on le sait, est un grand ami des États-Unis et tout. Bon, mais c'est un ami de Poutine, ça aussi. Et maintenant, on va aller dans le plus lourd un peu. On avait Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand. Pour petit rappel, Gerhard Schröder, c'est ce chancelier allemand qui a signé le pacte germano-américain pour le 21e siècle, hein, l'alliance germano-américaine. Eh bien, Gerhard Schröder a travaillé pour la banque Rothschild. Gerhard Schröder a ensuite été embauché par Gazprom. Gazprom, c'est la compagnie à qui? À Poutine. C'est la compagnie publique russe que Poutine contrôle. Et Gerhard Schröder est allé fêter ses 70 ans avec Poutine. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, commencez-vous à comprendre, Schröder qui a signé l'alliance avec les États-Unis pour le 21e siècle, ce même Schröder qui a travaillé pour la banque Rothschild, ce même Schröder qui travaille désormais pour Gazprom et qui a fêté ses 70 ans avec son ami Poutine à Saint-Pétersbourg. Donc ça, c'est toutes les petites informations que Soral et Égalité et Réconciliation ne vous montrent pas, mais il y en a beaucoup plus que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y en a une autre très intéressante. C'est cette fameuse rumeur comme quoi les
comme quoi, genre, les BRICS et genre la Russie et la Chine veulent dédollariser le monde, eh bien sachez que ça fait aussi partie du plan de l'oligarchie mondialiste. Ils veulent mettre le dollar à terre et l'euro à terre pour mettre une monnaie internationale du FMI, le Bancor. Et devinez qui a présenté cette monnaie au G8 du 10 juillet 2009 en Italie? Nul autre que le président russe de l'époque, Dimitri Medvedev, le bras droit de Poutine. Il a bien expliqué, Medvedev, qu'il s'est fait proposer par les FMI une monnaie internationale qui est censée remplacer le dollar et l'euro lors du prochain crash. Donc c'est à ça qu'elle va servir votre Russie poutinienne, à littéralement faire avancer le plan mondialiste pour le gouvernement mondial. Questions of setting up a new set or emergence of new set of reserve currencies, including possibility of emergence of ruble as such a currency, even if it's not reflected in our declarations, and the question of supranational currency. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. Unité dans la diversité, ça c'est typique du mondialisme, hein? N'oubliez jamais cette devise. International currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is indeed, this is a told a gift, but people are thinking it, and most probably one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand, and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard of the rules of its circulation. This is a symbol of our unity of jointly tackle such problems. Therefore, this is it, international currency. Voici Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique, qui déclare, je cite, « l'autorité absolue du gouvernement mondial pour diriger les affaires du monde, des peuples trop simples d'esprit pour gérer leurs propres affaires. » And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Et vient ensuite les déclarations de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, ancien colonel du KGB, nouvellement FSB, juif par sa mère, partisan d'un nouvel ordre mondial et donc d'un gouvernement mondial, anti-loi coranique, et dont Vladimir Poutine et Barack Obama font croire qu'ils sont l'un contre l'autre. En réalité, ils sont l'un avec l'autre pour établir un gouvernement mondial qui serait hostile aux lois de Dieu, révélées dans le Saint-Coran. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Poutine, et je sais qu'il y a en plus beaucoup de personnes qui croient en Poutine. Alors, ouais, alors vous êtes quand même un de ceux qui avait débunké Poutine. Hein. Déjà, en nous expliquant qu'il était citoyen de Nord City, qu'il était... Ah, je fais que reprendre des choses tout à fait officielles. Toute la politique de Poutine correspond au mondialisme, parce que Poutine veut... Alors, il faut lire le discours de Valdai, qui est très intéressant. Poutine veut l'instauration d'union régionale. Et ma foi, je vais reprendre ce que j'ai écrit dans une note de bas de page. Il faut que je retrouve le passage. Alors, dans son discours de Valdai du 24 octobre 2014, Poutine reconnaît la nécessité d'un nouvel ordre mondial, la création de puissantes unions régionales, de règles communes acceptées par tous permettant d'assurer la stabilité et la sécurité entre les centres régionaux, interdisant ainsi la politique d'un cavalier seul, sous-entendu les anglo-saxons. Dans cette histoire, après la chute du mur de Berlin,
le monde russe était, les élites russes étaient acquises au nouvel ordre mondial et à ce qu'on appelait la maison commune. Mais les anglo-saxons ont trahi, c'est pas le monde russe, enfin, quand je dis monde russe, les élites russes, c'est les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements pris au lendemain de la chute du mur de Berlin, puisqu'il était dit, entre autres, que l'OTAN ne devait pas progresser vers l'Est. Donc il y avait un partage du gâteau. Et le partage du gâteau, c'est quoi? C'est se partager les richesses qui sont dans les pays musulmans, les matières premières. Et d'ailleurs, à ce sujet, il existe un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indique très clairement que les koufars, les mécréants, vont se liguer les nations les unes avec les autres contre les musulmans pour se partager le gâteau dans les pays musulmans à majorité sunnite. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إنكم يومئذ كثير ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. Dans cette histoire, ce sont les Russes qui ont été trompés, enfin les élites russes, parce qu'il faut toujours faire des distinctions, et ce sont les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements qui avaient été entre autres adressés à Gorbatchev, que les armées de l'OTAN n'allaient pas aller jusqu'à jusqu'en Estonie, bon, et jusqu'en Roumanie, Bulgarie. Donc dans cette histoire-là, ce sont les anglo-saxons qui marchent sur les plates-bandes des élites russes, parce que dans cette histoire du nouvel ordre mondial et de la maison commune qui avait été établie au lendemain de la chute du mur de Berlin, il y avait ce qu'on appelle une répartition des zones d'influence et des intérêts. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et dans cette histoire, les élites anglo-saxonnes marchent sur les plates-bandes des élites mondialistes russes, qui ruent dans les brancards. Et je les comprends, puisque les accords ont été violés par les anglo-saxons. Et donc c'est ce que dit Poutine. Il dit, il faut reprendre le discours de Valdaï, que j'ai lu crayon à la main, qu'il veut des centres régionaux, donc stabilité et sécurité entre les centres régionaux, interdisant ainsi la politique d'un cavalier seul, sont entendus les anglo-saxons qui, en fait, veulent tout rafler. Les anglo-saxons veulent être les anglo-saxons et aussi des oligarques juifs qui sont au sein des équipes anglo-saxonnes et qui s'opposent à des élites juives qui, elles, soutiennent le monde russe. Et alors, c'est très intéressant, je cite un article du Times of Israel du 5 avril 2014, intitulé, je cite, « Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre ». Et cet article très intéressant dit que les élites juives d'Ukraine, soutenues par l'Occident, sont en guerre contre les Juifs de Russie qui, eux, soutiennent Poutine. En fait, on assiste dans cette histoire à des guerres entre clans juifs, entre les juifs libéraux, les juifs orthodoxes Lubavitch. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que c'est le rabbin Lubavitch Ber Elazar qui est du côté de Poutine. Mais en fait, ce sont des rivalités entre clans juifs au nom de la Russie, au nom de l'Ukraine, au nom de l'Union européenne, au nom du monde anglo-saxon. Et donc, dans cette histoire, les anglo-saxons veulent rafler la mise et les élites russes veulent leur part du gâteau qui, pour le moment, se fait grignoter gentiment. Donc j'ajoute ceci, il veut à sa manière gérer efficacement le nouvel ordre mondial, pas le détruire. Il le dit bien, Poutine, dans son discours de Валдай, il ne veut pas l'anéantissement du nouvel ordre mondial, il veut au contraire le gérer. Этот опыт и в дальнейшем, как при решении локальных, так и глобальных проблем. Какой может быть правовая, политическая, экономическая основа нового миропорядка, которая обеспечила бы стабильность и безопасность, и при этом поощряла бы здоровую конкуренцию, не допускала формирования новых монополий, блокирующих развитие. Et d'ailleurs, il a lancé la communauté économique eurasienne, qu'il veut Union eurasienne supranationale, document officiel qu'on trouve sur les sites de l'AFP russe, la version AFP russe. Mais simplement,
Cette union eurasienne qui veut supranationale, vu que pour le moment la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, eh bien, se fait bouffer par le monde anglo-saxon qui veut étendre son... En fait, c'est Océania qui bouffe le parterre d'Eurasia qu'on voit dans le bouquin de 1984. Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Poutine, la Russie et le nouvel ordre mondial, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de voir cette pseudo-dissidence en fait appelée à soutenir Poutine, alors que Poutine en fait est complètement part du nouvel ordre mondial. C'est assez bizarre qu'on révèle pas toute la vérité. Voilà, il suffit de s'en référer aux faits, c'est pas très compliqué, de regarder un peu ce qui se passe, de regarder les éléments du passé, parce qu'on a déjà... Donc là, ça fait presque 15 ans que Poutine et Medvedev sont au pouvoir en Russie, et on sait très bien, c'est quand même pas difficile à voir que Poutine et Medvedev sont soutenus en fait par les oligarques, parce qu'en Russie, en fait, plus qu'ailleurs, il y a des disparités entre les riches et les pauvres. Il y a à peu près 110 oligarques en Russie qui contrôlent en fait plus d'un tiers de la richesse russe. Voilà. Il faut pas être très intelligent pour comprendre que si jamais Poutine allait contre les oligarques, et si même il allait contre le nouvel ordre mondial, Poutine serait déjà mort. Voilà. Tout le côté pseudo-chrétien, tout le côté pseudo-anticorruption de Poutine, c'est du théâtre. C'est comme l'UMP et le PS. Enfin, il y a un moment où il faut ouvrir les yeux. Il y a peut-être deux camps, mais c'est deux camps qui pensent la même chose. Voilà. Sauf que d'un côté, en fait, on a les États-Unis et l'Europe qui, en fait, sont capitalistes, mais vont vers le socialisme. Et de l'autre côté, en fait, on a donc l'URSS qui, depuis la chute du mur, va vers en fait plus de capitalisme. Voilà. Donc ça permet en fait d'arriver à une convergence, comme beaucoup de personnalités du nouvel ordre mondial l'ont dit. Ça permet en fait d'arriver à une convergence qui permettra en fait de fusionner l'Est et l'Ouest. Voilà, c'est ça la technique. En fait, le nouvel ordre mondial, c'est un système hybride qui mêle à la fois le capitalisme en fait pour les grands groupes financiers, les grands groupes capitalistes mondiaux, donc qui permettent en fait aux élites en fait de contrôler en fait toute la richesse mondiale. Et pour le peuple, par contre, c'est le communisme en fait. Le crash économique qui arrive en Europe et aux États-Unis, c'est bien entendu voulu. C'est pour permettre un rééquilibrage en fait avec les pays émergents. Voilà, donc c'est un peu les pays BRICS face en fait à l'Europe et aux États-Unis qui sont des pays plus riches. Donc en fait il y a un rééquilibrage au niveau économique qui va permettre en fait d'installer une monnaie mondiale. Voilà, une économie mondiale. On va voir un petit peu le cas de Poutine. Il faut savoir que Poutine est juif. Sa mère qui s'appelle en fait Maria Ivanovna Shalomova. Et son père donc qui a pour nom de famille Epstein. Donc ça a été prouvé en fait dans une interview d'un des oligarques les plus importants de Russie qui s'appelle Abramovich. Donc dans une interview en 2005, il a dit que si Poutine le souhaitait, il pourrait être citoyen israélien. En prenant l'avion pour Paris, j'étais dans l'avion avec Alexandre Adler, qui m'a fait la grande révélation que le père de Poutine, en fait, tenez-vous bien, était un juif. Il était agent du KGB, il a notamment travaillé en Allemagne de l'Est, voilà. Il est devenu en fait lieutenant-colonel du KGB, où il est resté jusqu'en 91. Puis il a obtenu en fait des responsabilités au Kremlin, avant d'être nommé en fait à la tête du FSB en juillet 98. Un an plus tard, donc en août 1999, il reçoit donc coup à coup beaucoup de promotions. D'un coup, en fait, il devient l'homme important de la Russie en quelques mois. La vraie raison, en fait, c'est que Poutine, en fait, a rencontré deux grands oligarques russes. Donc c'est Abramovich et Berezovsky. Donc Berezovsky, en fait, Poutine a été voir plusieurs fois Berezovsky en Espagne de manière illégale. Donc il était à l'époque chef du FSB, il allait retrouver Berezovsky en bateau là-bas. Donc ça a été noté en fait par les renseignements espagnols. Il l'a retrouvé là-bas en fait pour préparer en fait son ascension au pouvoir. Berezovsky qui avait déjà mis au pouvoir Helsin, donc demande à Helsin de déposer le pouvoir, de quitter le pouvoir en faveur de Poutine. Donc c'est ce qui fait le 31 décembre 1999, alors que tous les Russes s'attendaient à ce que le président leur souhaite des vœux de bonne année. Le président Helsin annonce
qu'il quitte le pouvoir et qu'il donne ce pouvoir, donc le pouvoir présidentiel, à Vladimir Poutine. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est que 10 jours avant que Poutine prenne le pouvoir, donc c'était en décembre 99, le 20 décembre je crois, donc Poutine en fait face à une assemblée du FSB a déclaré que le FSB attendait depuis longtemps de prendre le pouvoir et que maintenant c'est chose faite. Donc en fait il a dit ça devant le FSB, donc 10 jours avant de prendre le pouvoir, alors que donc personne ne savait encore qu'il allait prendre le poste présidentiel en Russie. Группы сотрудников ФСБ, направленные вами для командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляются. Les oligarques ont aidé en fait le FSB à prendre le pouvoir. Voilà. Poutine a donc été président 2 fois de 2000 à 2008, parce qu'en fait il y a une règle en Russie qui oblige à partir en fait après 2 fois. Donc il est devenu Premier ministre ensuite. Il était Premier ministre de Medvedev, puis il a été réélu donc en 2012 jusqu'en 2018. Voilà. Alors, que faisait Poutine au KGB? Donc en fait, il était dans le 5e département. Donc le 5e département du KGB, c'est le département responsable de la suppression des dissidents à l'intérieur de la Russie. Donc voilà, faut bien comprendre que Poutine a du sang sur les mains. Enfin, c'est pas anodin. D'ailleurs, ça a été vérifié avec le meurtre de Litvinenko. Donc c'est un ancien agent du FSB. J'ai une citation intéressante de Konstantin Preobrazhensky. Donc c'est aussi un ancien agent du FSB. Donc il a dit ça le 27 novembre 2006 à CNN. Il a dit « Je n'ai pas d'hésitation en disant qu'il a été tué par Vladimir Poutine, qui le considérait comme son ennemi personnel. Poutine est très vulnérable à la critique. Il a un complexe d'infériorité. Et Litvinenko savait beaucoup sur Poutine, sur ses revers, sur ses connexions avec certaines forces politiques qui ne sont toujours pas dévoilées actuellement, parce que Litvinenko connaissait Poutine personnellement. Et Poutine fut la personne qui renvoya Litvinenko du FSB. » Voilà. Donc ça montre bien que Poutine avait peur que Litvinenko parle sur les forces qui lui ont permis de prendre le pouvoir. Il n'y a rien d'étonnant à noter sur le fait que plus de 90% des hommes politiques et de l'administration de Poutine viennent justement des services de sécurité et des services secrets, donc notamment le KGB et le FSB. Voilà. Intéressant à noter aussi le fait que Kissinger et Poutine sont des très bons amis de longue date. Donc voilà, Kissinger vient souvent rencontrer Poutine. Ça se passe à huis clos, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils disent. Bon, on sait très bien tous que Kissinger fait partie de toute la clique du Nouvel Ordre mondial. Enfin, c'est un secret pour personne. C'est quand même intéressant de voir que voilà, qu'il rencontre souvent Poutine. Je dirais que Vladimir Poutine a eu une victoire de prestige. Mais c'est pas véritablement une lutte entre lui et Obama. Mais lui, il le voit ainsi. Moi, j'ai toujours eu une vision un peu différente par rapport à la sagesse des nations. Je crois que ce que Poutine tente de réaliser, c'est une position d'égalité et de respect mutuel avec les États-Unis. Voilà. Poutine a fait passer aussi une loi contre le négationnisme, donc contre les personnes qui critiquaient la Shoah. Il a fait passer une loi aussi, la même loi qui oblige en fait les gens à se plier aux décisions de Nuremberg. Et il a ajouté dans cette loi que donc il y aurait en fait des amendes et des peines pour les gens qui transmettraient des mensonges concernant l'histoire de l'URSS, donc voilà, pendant que la Russie était l'URSS. Donc voilà, ça montre bien que Poutine souhaite que les gens respectent l'URSS et le communisme. Voilà, c'est assez étonnant. Et donc ça permet en fait de museler la dissidence. Ce genre de crimes ne doivent
ni ne peuvent être prescrits. Ils ne peuvent être ni excusés, ni oubliés. Toute tentative de taire ces événements, de modifier ou de réécrire l'histoire est inadmissible et immorale. Très souvent, c'est l'envie de cacher sa propre honte qui est à l'origine de ces tentatives. Par lâcheté, hypocrisie ou trahison. Toute complicité, directe ou indirecte avec les crimes nazis, est injustifiable. Or, les faits historiques sont irréfutables. Ils témoignent que les bandéristes et autres collaborateurs, que les complices d'Hitler ont eux-mêmes participé à l'extermination du peuple juif, à l'élimination des juifs de Lviv, d'Odessa, de Kiev et d'autres villes ukrainiennes. Maintenant, on va un peu étudier Dimitri Medvedev. Donc Dimitri Medvedev, c'est quand même la personne avec Poutine qui forme le tandem au pouvoir depuis 15 ans. Donc en fait, Dimitri Medvedev a aussi une mère juive. Voilà, sa mère a été vue plusieurs fois donc à la synagogue de Moscou, donc il n'y a aucune question à avoir là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que, étant donné que c'est pas très bien vu d'être juif au pouvoir actuellement, en Russie, vu ce qui s'est passé avec le communisme, où comme l'a dit Poutine, 80% des chefs communistes étaient en fait des juifs. Решение о национализации этой библиотеки было принято советским правительством, первым советским правительством, и членами его являлись примерно 80-85% евреев. Но они же, руководствуясь ложными идеологическими соображениями, шли тогда на аресты и репрессии и иудеев, и православных, и представителей других конфессий, мусульман. Они всех гребли под одну гребенку. И вот эти идеологические шоры и ложные идеологические установки, они... Vu que c'est mal vu, en fait, Medvedev a démenti en disant non, je suis arménien, nanana. Et ce qui est drôle, c'est que les Arméniens ont immédiatement démenti en disant que non, Medvedev n'était pas un Arménien. Donc sur Medvedev, il y a aussi un autre élément intéressant à rapporter. C'est à la fin du G8, donc un G8 qui s'est passé en Italie. Donc à la fin du G8, le 10 juillet 2009, Medvedev a présenté en fait un exemplaire de la monnaie mondiale en disant que voilà, le G8 travaillait à l'installation d'une monnaie mondiale et donc qu'ils étaient fiers de travailler là-dessus, que la devise était unité dans la diversité. Donc voilà. This is a constant subject for our discussions, and we are discussing the questions of setting up a new set or emergence of new set of reserve currencies, including possibility of emergence of ruble as such a currency, even if it's not reflected in our declarations, and the question of supranational currency. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. And this is one unit of testing, probing unity and diversity it's referred to, and it's referred to as international currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is, indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard of the rules of its circulation. This is a symbol of our unity, of jointly tackle such problems. Therefore, this is it, international currency. Ça montre bien que la Russie travaille avec les grandes nations du G8, dont la France, dont les États-Unis, pour en fait faire advenir une monnaie mondiale. D'ailleurs, ça a été confirmé plus tard par Medvedev, puisqu'il a dit au Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 18 juin 2010, donc je cite, « Nous vivons vraiment un moment unique et nous devons l'utiliser pour construire une Russie moderne, prospère et forte, une Russie qui sera cofondatrice d'un nouvel ordre économique mondial.
Donc voilà, il dit cofondatrice, ça veut dire qu'ils travaillent main dans la main, c'est clair. Voilà. Bon, maintenant je vais parler un petit peu de l'Église orthodoxe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Poutine, quand même, c'est un chrétien, Poutine, il défend les chrétiens, voilà, il est pour, c'est un conservateur, voilà, c'est quelqu'un de bien. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe vraiment. Donc alors, donc qui est le chef de l'Église orthodoxe? Donc actuellement, donc en fait, c'est le patriarche Cyril depuis février 2009. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les archives soviétiques qui ont été révélées, on a appris que c'était un agent du KGB, tout comme son prédécesseur Alexei. Voilà, Alexei, il avait comme nom de code Drozdov. Et le nom de code du patriarche Cyril, donc le patriarche actuel, c'est Mikhailov. Voilà. Donc les deux sont des agents du KGB. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que les deux autres candidats qui ont été présentés lors de l'élection face au patriarche Cyril, donc ils étaient 3 candidats, étaient donc les 3 étaient en fait les 3 candidats étaient donc des agents du KGB. Voilà, je vais faire un petit lapsus, j'ai dit des anciens, c'est marrant de noter que même Poutine lui-même disait qu'en fait on ne quitte jamais le KGB, on quitte le KGB que les pieds devant. Donc ça montre bien, quand on a un officier du KGB, c'est jusqu'à la mort. C'est pas comme ça, on arrête parce que l'URSS s'est effondré, c'est jusqu'à la mort. Voilà. Donc c'est intéressant de noter que le patriarche Cyril donc est très œcuménique, voilà, donc en fait il pousse vers une religion mondiale. C'est pas quelqu'un qui vit dans la pauvreté, étant donné que le Moscow News a dévoilé sa richesse à environ 4 milliards de dollars. Donc il a gagné sa richesse principalement grâce à l'import de cigarettes. D'ailleurs, il y a eu des scandales, beaucoup de scandales à propos du patriarche, notamment pour une photo où on le voyait avec une montre à 30 000 euros. Donc bon, il a essayé de photoshopper la photo, mais bon, c'était trop tard. On sait aussi qu'il a une villa en Suisse. Enfin, c'est quelqu'un qui vit vraiment très bien. Voilà. Il faut noter aussi que c'est un des créateurs de la théologie de la libération, donc qui a été dénoncé d'ailleurs par le cardinal Ratzinger, donc qui est devenu ensuite Benoît XVI. Donc la théologie de la libération qui s'est implantée en Amérique du Sud, donc c'était un moyen de subversion soviétique. C'est-à-dire qu'en fait c'était un mélange en fait de communisme, de lutte des classes et de pseudo-religion. Donc en fait c'était un moyen de retourner en fait le peuple vers le communisme. Voilà. Donc ce patriarche est un des fondateurs de cette théorie. On peut noter aussi qu'en 1975, donc le patriarche Cyril a nié et condamné la lettre d'un confrère russe qui parlait de persécution de chrétiens en URSS. Voilà. C'est quand même ça montre bien que cette personne est complètement vendue au pouvoir et qu'elle est là juste en fait pour donner une bonne image à Poutine, voilà, c'est du décor, c'est du semblant. Voilà. Maintenant qu'on a vu le côté chrétien, on va voir le côté juif. Donc une des personnes les plus proches de Poutine s'appelle Berel Lazar, donc c'est un rabbin Lubavitch. Il a été introduit donc en Russie par le KGB. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait il est italien d'origine et il a vécu aux États-Unis. Lorsqu'il était aux États-Unis, il a soutenu Bush pendant les élections. Voilà. Et donc en 96, donc le rabbin Berel Lazar est opposé à Vladimir Kouzynski, donc qui est créateur du Congrès juif de Russie. Et donc comme c'est un oligarque, il est propriétaire aussi d'une grande partie des médias. Et il a d'excellentes relations avec la diaspora juive des États-Unis ainsi que de Grande-Bretagne. Voilà. Donc en fait ce que fait le rabbin Lubavitch, c'est qu'il supporte Poutine à l'étranger en fait. Il fait une propagande pro-Poutine. Et en fait il est présenté donc à Poutine par deux oligarques, donc Berezovski et Abramovich, donc c'est toujours les mêmes, ceux qui ont permis en fait à Poutine de prendre le pouvoir. Donc ces deux oligarques qui sont aussi donc Lubavitch
présente le rabbin à Poutine. Et donc Poutine ouvre les portes du Kremlin donc à Berel Lazar et au Lubavitch lors de leur fête annuelle en 2000. Donc ça ne s'est jamais vu auparavant. Il faut noter que les Lubavitch en fait sont en fait des juifs orthodoxes, donc c'est parmi en fait les plus virulents, en fait les plus pro-messianistes. En fait c'est les messianistes pressés qui veulent agir en fait pour la venue de leur messie. Voilà. Le messie juif qui n'est autre que l'antéchrist en fait pour les chrétiens. Le même jour en fait où Poutine accueille les juifs Lubavitch au Kremlin, donc le rival en fait de Berel Lazar, Goudinsky, est arrêté. Voilà. Donc ça montre à quel point on favorise les amis et voilà, ça explique pourquoi en fait dans certains cas Poutine combat les oligarques. Et en fait il combat les oligarques qui sont contre ses amis, qui sont contre ses intérêts. C'est pas les oligarques en général, c'est ceux qui vont contre ses intérêts. Voilà. Donc ensuite Poutine fait un don de 10 millions de dollars à la fédération de Lazare, donc en septembre 2000. Donc c'est un don, c'est pas avec l'argent personnel de Poutine, hein, même s'il est très riche, c'est pas avec son argent, c'est avec l'argent du peuple. Et donc ce don entraîne d'autres dons des oligarques, dont Abramovich. En fait, c'est tous les oligarques juifs qui sont de tendance Lubavitch qui donnent en fait pour favoriser leur mouvement en Russie. Voilà. Donc en fait, Berel Lazar obtient très rapidement la nationalité russe. Et donc depuis, en fait, Berel Lazar est le chef de la fédération des organisations juives de Russie. Donc c'est alors que les Lubavitch sont une minorité en Russie, donc c'est les Lubavitch qui dominent toute la qui dominent toute la tendance, enfin tous les juifs de Russie. Voilà. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le chef du conseil d'administration de la fédération est Abramovich. En fait, Abramovich, donc celui qui a permis à Poutine d'accéder au pouvoir, celui qui a présenté Berel Lazar à Poutine, et donc c'est le chef du conseil d'administration. Donc c'est un oligarque très puissant qui est notamment propriétaire du club de foot de Chelsea. Donc voilà, Abramovich, c'est marrant parce que il a beau avoir beaucoup d'entreprises en Russie, être propriétaire de beaucoup de choses. Donc il est propriétaire du club de foot de Chelsea, il habite à Londres. Et c'est intéressant de noter, tout simplement, qu'il est membre du comité des 300. Voilà, donc les 300 personnes qui dirigent réellement le monde. Voilà, comme Sarkozy d'ailleurs. What follows in this video comes from a May 1983 broadcast of Crossfire in which Congressman Larry McDonald takes on Pat Buchanan and Tom Braden. They wrangle over the John Birch Society, the Council on Foreign Relations, the CIA, and the New World Order. Congressman McDonald had just been named as chairman of the staunchly conservative John Birch Society. It is interesting to note that 3 months after laying out the strong links between the CFR, the UN, and the CIA, as well as Soviet Russia, Congressman McDonald was killed in the Russian shoot-down of Korean Airlines Flight 007 over international waters. What is more interesting to note is that now, 25 years later, we can plainly see that he was completely justified in calling what he saw a conspiracy, and that the conspiracy has achieved most of its aims without opposition from the American people. My sole comment beyond this is that people get the government they deserve. So America, what kind of government do we deserve? Watch this video and judge for yourself. Birch Society was formed in 58. Why are you all now, the John Birch Society, still answering for a statement like that? Why didn't somebody in the Birch Society say, look, our founder made an asinine statement, we don't pay any attention to it, and go on to the future? Why is the John Birch Society, in his phrase, now considered by an awful lot of people who will say, okay, Jerry Falwell, moral majority, new rightists, okay, don't like him. But all of a sudden when you mention the Birch Society, everybody recoils. Why is that? The reason is, Tom, of course, we haven't gotten into what the society is. Instead, we have tried to, it's a sort of a classic effort of a straw man that's thrown up where the society never took a position.
The society never stated anything about Eisenhower one way or the other. It was never a position of the society. Was it a problem for the society that its head for 25 years was the man who had made that statement, and his head is not that now? Well, part of the problem is, Tom, Pat, the actual statement has not been quoted. And if anyone wants to take the time to read the politicians with the footnotes, they can read it and judge for themselves. But that's not a position one way or the other of the society. And of course, another small problem is that Mr. Welch did not resign. Actually, this was a move of transition of leadership, of which he was one of the individuals in actively making the transition. He has emerged as a chairman emeritus. Were you hurt then? I mean, I want to get to the point why the John Birch Society is differentiated from other New Right organizations. You can say Conservative Caucus or NICPAC or Conservative Digest, and people say yes, no, but you say the Birch Society and there's a recoil, even among conservatives who will say, no, don't call me a member of the Birch Society. Now, why is that? Is that partly due to the fact that Bill Buckley's National Review, I think around 1964, read the Birch Society out of the conservative movement? Have you recovered from that? Well, I think Bill Buckley founded ACU in '65 partly to do that. Elements within National Review have also, beginning in '65, I think very dishonestly, took a very strong tack against the society. The society would actually be termed more of the old right. I think the definition of the new right would be vigorous and post-vigorous. Okay, but why? I mean, I don't know where you disagree with the new right people, but why do you carry around this tarnish, this taint? Well, let me give you another reason why. I'd be glad to give you the answer. Mr. Welch. The reason is because the society is the only organization in America that is organized at the grassroots level with paid coordinators, with chapters in the communities all across the country. Conservative Caucus. Not with chapters, not with a paid field staff all across the country. That's organization. And so the result is that this is the one group, I think, that those who would radically change America seriously fear. And a tremendous campaign was launched in December of 1960 to discredit the John Birch Society, and frankly launched initial orders coming out of Moscow. Well, Mr. McDonald, I'm not a conspirator. I think even Buchanan would vouch for that. Well, you are. Robert Welch. No, I don't think so. Yeah, I'm a member of the Council on Foreign Relations. Is that a conspiracy? Well, you've certainly. Well, let me just tell you what Newsweek says this. The John Birch Society considers communism only one arm of a master conspiracy in which socialist American insiders are plotting to establish world government. Now, it also says, and here's Director John McManus, that's your public relations director, saying that former Secretary of State Alexander Haig and CIA Director William Casey are two of these master conspirators who are plotting to establish world government. Now, what do you that kind of silly, asinine statement is what makes people laugh at the John Birch Society. Well, Tom, I'm sure being a long-standing member of the Rockefeller apparatus, and as a member of the Council on Foreign Relations of longstanding, you're fully aware that there is an elitist core in this country that has seen value in subsidizing communism, of protecting communism. It has? Sure. You're accusing me of subsidizing communism? No, I'm saying because I happen to belong to a there is an elite core. Study group? No, wait a minute. There is an elite core in this country that has dominated American society. Well, I'm not one of them. The Trilateral Commission. The Trilateral Commission, Council on Foreign Relations. State Department, I suppose. Well, let's face it, they've dominated the State Department for 40 years, and pretty much openly. All right, but what are they trying to do? Well, their objective is to try to bring about a gradual transition in our society, a dissolving of sovereignty, and a moving steadily to the left on the political spectrum. Well, who are they? The elitist groups that I mentioned, particularly key individuals and policymakers in the Council on Foreign Relations. Is the International Monetary Fund part of this? Well, I would say the International Monetary Fund has certainly been set up for the purpose of facilitating that transfer of sovereignty and transfer of wealth on the road. Right, we elected Mr. Conservative. Let me just finish the point, because otherwise we're going to have a lot of unanswered questions. That you are looking at a group that has worked to bring about a dissolution of national sovereignty on the road to world government. And certainly you're familiar with local professor Carroll Quigley, who has been part of your club, in which he admitted all this. And he said in his book, Tragedy and Hope, the only thing I disagree is that we've worked to keep it a secret. And you see Arthur Schlesinger Jr. writing way back in 1947, says, yes, this is the hidden policy of America.
But we can't tell the American public because they're too unsophisticated to see the value. What is the instrumentality of world government? What is the instrumentality? Of all the things to say about Arthur Fred, that's the silliest statement I ever heard. He never made anything like that. Well, let me suggest that you read the May-June issue of the Partisan Review of 1947, Tom, and you can read it for yourself. It's called Arthur Fred here said there was a conspiracy. A conspiracy to promote communism? Oh, he didn't use the word conspiracy. He said the objective was to bring about... Well, let me finish. I'll tell you. He said that the objective, the secret policy, which we can't tell the American public because they're not sophisticated enough to see the value, is that through a steady result of erosion of New Deals, we bring the American society steadily to the left, and through a sound concept of benign containment, we merge into the vital center of the socialist left. Those are his words, not mine. You think John Kennedy was a member of that conspiracy? No, let me ask you this. The World Federalist Movement in the post-war era contained a lot of people who eventually broke with it, and a lot of people thought the UN, in the post-war era, looked toward world government. Indeed they did, up until 48, 49. But a lot of them said, look, we were utopian, that's over and done with. We can't move. And a lot of them came in Kennedy's government. Schlesinger was in there when they were fighting in Vietnam, launched the effort in Vietnam. Schlesinger was behind the Bay of Pigs. In other words, look, isn't there some move that occurred in the post-war era that now has been dissipated because nobody believes in the utopian ideal of world government anymore? Well, I think there are those that realize that moving straight from a prototype of the United Nations into world government perhaps is tactically impossible. But phasing out, increasing the national sovereignty into regional government and phasing out sovereignties into international treaties in multiple areas the whole movement toward, quote, interdependence. Yeah. NATO is part of the conspiracy? Well, there are certainly elements in NATO. There are people in NATO that are very strongly dedicated to the defense of the West. But at the same time, you find in NATO a steady dissolution. You find a growing weakness as a NATO policy dominated by State Department policies that has not worked. Well, it's a regional grouping, and I think therefore it may be suspect by the John Birch Society. We're talking with Congressman Larry McDonald, who has recently been elevated, I guess, to chairmanship of the John Birch Society, succeeding Robert Welch. We'll be back in a minute. Welcome back to Crossfire. Our guest is the new chairman, recently named chairman of the John Birch Society, Congressman Larry McDonald, a Democrat from Georgia. Mr. McDonald, your predecessor believed that the PTA was too left-wing and that the John Birch Society at one time tried to infiltrate it, or so he said. He used the word infiltrate. Is that part of your program now? Well, I think when the PTA comes out in its program for the test ban treaty, and when the PTA comes out for gun control, it comes out for obviously national legislative programs that have been linked with liberalism, having nothing to do with education of our children. I think many people are wondering what in the world is the PTA doing, and that includes members of the John Birch Society. Well, I wonder about you. I wonder about you. I looked you up. You're the biggest joiner that I've ever seen in the world. You belong, as I counted them, to 67 organizations, among which are the National Rifle Association, the American Pistol and Revolver Association, the Committee for the Right to Keep and Bear Arms, the Second Amendment Foundation, and the Citizens Committee for the Right to Keep and Bear Arms. Well, Tom, I think there's a real drive in this country to try to destroy the realization of our citizens that they have a fundamental constitutional right to keep and bear arms as the Constitution allows. And unfortunately, there are those in our society, including elements of the PTA nationally, not always locally by any stretch, but nationally, who would believe that the federal government should restrict the right of citizens to keep and bear arms. Can I get what kind back of to grades do you give Ronald Reagan as president? And what kind of grades is the John Birch Society giving? Well, I would say in his speeches, Pat, you'd have to give him close to an A, B plus to an A. But in his performance, what's most disappointing? Well, I think the fact that the rhetoric is going one way and the record is going another. Let me ask you about this conspiracy again. Well, you can take the issue of one of the major problems of this country is inflation and the problems of the destruction of the dollar. And the fact of the matter is, in spite of promises to the contrary, Reagan has not moved to correct the deficiencies. We're now back to Keynesian economics despite comments to the contrary. Do you think that's a result of the conspiracy you mentioned? Is there somebody working on them to get the inflation so that this country will be weakened? Well, as a man who campaigned against elitism, as a man who in his campaign rhetoric said that he would not be having the Council on Foreign Relations trilateral types dominating his cabinet, he's got about 250 members of such
in his administration. Well, let me ask you about Bill Casey. Now, I've known Bill. 50 members. I've known of the Trilateral Commission. I've known Bill Casey in since the administration. I've known Bill Casey, the director of CIA, since World War II. As a matter of fact, in World War II, he was my boss. Now, your public relations director, the John Birch Society, says that Bill Casey is a part of this conspiracy that's trying to bring about world government. Before he became CIA, one of his big jobs was aiding in the transfer of technology and goods and so forth to the Soviet Union, helping the Kama River Project, the Export-Import Bank, helping to finance these Is the things. Export-Import Bank part of the conspiracy? I think the I'm trying to whole get the drive, boundaries of the that conspiracy. the fact that the American people have been tapped steadily, especially since World War II, to finance their enemies and to have a massive technology transfer to those who I would agree do with it. you. You know that from the Braden Doctrine in the agency, which you're very familiar with, and the feeling that we must somehow subsidize the, quote, non-communist left. That's among our so-called allies. Braden was And in subsidizing country the after country, non-communist left? that turned out to be the communists, the crypto-communists masquerading Yeah, as that's the non-communist left. Mr. Mitterrand, who has taken the strongest position against the Russians of any Western European. Well, leader. he was about to lose everything at the polls, and he had to show some sign. It's very difficult to say exactly how far that will be. Congressman McDonald, he's been using the term conspiracy. No, I didn't use it. For heaven's sake, Pat. The John Birch Society used I it. don't want to go through the tapes. Well, it You've used is. about Don't blame it 45 on me. He used it. You've used it 45 times. That's right. They say this is a conspiracy. All I right. want to know what the conspiracy Well, is. Tom. I'm trying to find out who's in it and what agencies of government in it, because I want to fight it along with you. You look And like... Great, Tom. Let me tell you, Tom. You tell me, how can I join the John My Birch question Society? has been Well, gosh, Tom, you got no problem at all. All you need to do is write a letter to the John Birch Society, Belmont, Massachusetts, 02178, and tell them that you would like to purchase for $2 a copy of the Blue Book. Tom, you read it, and I think if you're a dedicated American, you will agree with every word. Then you get in touch with me, and we may even sign you up. Yeah, but it says here in one of your publications, not just anyone can be a Bircher. Now, how I can said I not be a just Bircher? anyone. Now, if you don't believe in the Constitution and limited government and free enterprise and biblical values of morality, I believe in all those, you but would I not don't. qualify. I don't Well, believe there's a conspiracy. He'd make a lousy Tom, candidate. Tom, you know, as a matter Pat, a of member of the conspiracy. He's a member of the press. Let me ask you, Mr. Braden's used for the 47th time the term conspiracy. Now, let me ask you seriously. When you use people like Casey, who's on the Council on Foreign Relations, David Rockefeller's Trilateral Commission, what do you mean, or do you mean, is that your term, the term conspiracy? Well, there are many different levels of the problem. But yes, the term has been used, the term of conspiracy. When you have a group of people... They're actively collaborating, and at the other end of that point of collaboration are communists, and on this end of the point of collaboration is Bill Casey and trilateralists and CFR. Al Haig. You have people who are part of the elitist structure of this country that have dominated this country openly for 40 years. I know, but they're not... Is that a conspiracy? Now, wait a minute. If people quietly working together for evil objectives, two or more, that by definition is a conspiracy. You have, by their own admission, you look at The Tragedy and Hope by Professor Carroll Quigley. He's a member of this elitist group. He says, sure, we've been working with, sure, we've been collaborating with communism. Yes, we are working for a global accommodation. Yes, we are working for world government. The only thing I object to is that we have kept it a secret. And I think we've gone so far along, we should come out and say, I'll bet you $1.50 that Bill Casey doesn't know who Professor Quigley is. I don't. He's at Georgetown a number of years ago. He died a couple of years ago, and he wrote The Tragedy and Hope. Is a very noted member of your club, Tom. Tom, you've got to broaden your reading a little bit. What I ought to do is read more about conspiracies, and that's why I'm interested in. Well, I'll tell you what you ought to do is go back and look at your founder, Edward Mandell House, because he wrote the book Philip Drew, Administrator, and in this, Colonel House said that what he envisioned for the world was a world government along socialist lines as envisioned by Karl Marx. Now, that's your leader, now, Tom, so you got to go back to the beginning. Well, his leader was Woodrow Wilson. Do you think he was a communist? No, I think Woodrow Wilson was his follower. I think Edward Mandell House dominated Wilson, not the other way around. Mm-hmm. And so Edward Mandell House, that was, we ought to make that clear. He was President Wilson's alter ego. That's correct. Yeah. So he is the real villain from which all these conspiracies. No. He is a major figure, Tom. But there has been, unfortunately, in the West, an element. There are good members in the Council on Foreign Relations, dedicated, patriotic people. You've had Sproul Braden, who was a member of the Council of the Birch Society, Bill Buckley's and Council on Foreign Relations. You've got some dedicated people. But the driving forces
have very clearly been willing to collaborate, subsidize, work for technology transfer for what they feel is some type of an accommodation and merger. And I submit this would be a disaster for the American Republic. Are there any in Congress? Sure. Our guest has been Congressman Larry McDonald of the John Birch Society. He's the new chairman. He's succeeded Robert Welsh, who has stepped down, as I understand it. That's correct? He's been sort of promoted to chairman He's been promoted to chairman emeritus and founder. And Tom Braden and I'll be back with final comments in a moment. Pat, I just want to tell you, I think some of the people who served in the Nixon White House are good, clean, upstanding, patriotic Americans. And some of them, on the other hand, are suspect. And I'm just going to have Larry McDonald, the head of the Birch Society, take a look at some of those people, and I wonder if he might find you. Tom, where I disagree, There's something going on here. I disagree with Congressman McDonald is the idea of conspiracy with you and your friends. I think it's more of a herding instinct. The direction you've been moving in, inertia, carries you further and further. But I do think this. That slogan, get the U.S. out of the UN and the UN out of the U.S. looks better and better every day, doesn't it? Maybe they were ahead of their time on that one. No, Pat, I think we got to have communications with the world, and the UN makes me mad too, but I don't think it's a part of the great conspiracy which extends from Bill Casey and Al Haig all the way to communism. Well, I think that Larry McDonald's a patriot. I think he's wrong about the conspiracy, but he's probably less wrong about what he says about this country than the guy I'm talking to. Well, there you have it, America. Something really thought-provoking to chew on. But please, think very seriously about what we do.